Parce qu'on a tendance à juger les autres en se disant qu'ils ont les mêmes capacités que nous. Le même fonctionnement, la même constitution mentale, physique, émotionnelle. Et alors que pas du tout. Et c'est pour ça que je trouve ça super parce que toutes ces étiquettes qu'on va composer, on comprend notre recette et on comprend aussi, je pense que plus que tu travailles sur toi et tu découvres toutes ces étiquettes d'hypersensibilité, d'HPI, d'hypervisualisation, etc. Et quand tu découvres ta propre complexité, je trouve que ça aide aussi à avoir de l'empathie et de comprendre qu'en face de toi, il y a des gens qui ont une toute autre complexité, parfois aux antipodes de la tienne, et ça évite justement d'être impacté dans son ego, dans sa façon d'être, etc. et de pouvoir aussi avoir des échanges beaucoup plus fluides et une vie beaucoup plus sereine. On était donc du coup avec justement donc l'altérité, la multiplicité, mais également la multipotentialité, quelque chose qui, comme tous les mots en fait, ont un sens à des moments, comme l'hypersensibilité a pu le faire pour toi, et l'étiquette de HPI pour moi, c'est un mot, un concept dans lequel on va pouvoir se découvrir sous un nouveau jour. Et donc, du coup, ça a de l'importance de véhiculer ces mots un petit peu en essayant de les éclairer à notre façon parce que, comme tu le soulignais déjà, il y a des changements par rapport aux définitions qui vont être données suivant les périodes, les découvertes qui vont être faites, les mises à jour, etc. Donc, faut pas s'attacher à une seule version, bien entendu. Mais par contre, porter ces mots, essayer de faire que si on a besoin de tomber dessus, on puisse tomber dessus. En ce moment, il y a plein de gens qui le font. J'y contribue, tu y contribues et je trouve ça super chouette. Donc, on va parler d'une nouvelle étiquette que j'ai déjà annoncée en introduction. Le mot du moment pour toi, j'ai l'impression, hein, c'est bien possible. C'est donc l'ultra fantasy. Mais avant ça, je crois qu'il faut en venir à son opposé qui est plus connu et reconnu. C'est quoi du coup la fantasy, Élise, s'il te plaît? Alors, la fantaisie, c'est le fait de ne visualiser aucune image mentale dans sa tête. Et du coup, c'est quelque chose que je connais parce que c'est un ami à moi qui est le premier invité de cette chaîne, qui s'appelle Fabrice, qui lui est aphantasique. C'est impossible pour moi d'imaginer ce que ça fait. J'ai pas Non, d'image pour alors, ne pas avoir d'image. Tu vois, c'est ça le exactement, truc. c'est très difficile à se représenter et il y a beaucoup de témoignages qui sont très intéressants de comprendre en fait ce que c'est que la vie d'un aphantasique. Et quand tu as une hypervisualisation, c'est aussi très difficile de se représenter. Mais c'est là où la connaissance de soi et ses étiquettes, elles sont extrêmement importantes pour nous, mais aussi pour nos relations interpersonnelles. Je suppose que dans tes échanges avec Fabrice, comprendre que si tu lui demandes de visualiser quelque chose, ça ne se fait pas dans sa tête, c'est aussi du coup avoir un discours beaucoup plus empathique. Et justement, c'est quelque chose qui est assez naturel chez nous, donc c'est vraiment facile aussi de se dire, même si je me représente pas l'absence d'image, comme si on devait se représenter l'absence de sensorialité ou d'émotion. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très difficile. Ceci étant dit, j'ai tendance à dire qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que en tant qu'hypervisualisante, je peux imaginer ne pas avoir d'image, même si je peux pas comprendre tout le ressort qu'il y a derrière. Je pense que c'est beaucoup plus facile que pour un aphantasique d'imaginer ce que c'est que peut être une image qu'il n'a jamais eue. Et c'est quelque chose que je donne sur l'hypersensibilité aussi, parce que très souvent on culpabilise et on se dit on se sent incompris. Tu parlais de fait de se sentir d'un extraterrestre, etc. Et quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé de comprendre et que je diffuse, c'est que qui peut le plus peut le moins. Donc quand tu es hypersensible, tu peux savoir ce que c'est que d'être moins sensible, au sens même en tant qu'hypersensible, on a des jours où tout va bien, on n'a pas des émotions extrêmes, il n'y a rien qui vient stimuler nos sens extrêmement, etc. Et donc, du coup, on peut toucher du doigt ce que c'est d'être un peu moins sensible par rapport aux journées qu'on vit puisqu'on n'a pas une hypersensibilité comme ça, on a une sensibilité qui est plus ou moins stimulée avec des réactivités, des stimuli, etc. Alors que quelqu'un qui n'est pas sensible ne peut pas imaginer ce que c'est d'être plus. Moi, je sais que ma maman, qui n'est pas hypersensible, qui est plutôt proche de l'hyposensibilité, me dit toujours, mais je comprends pas pourquoi tu te poses autant de questions et je comprends pas comment on peut se poser autant de questions ou comment on peut être aussi joyeuse ou aussi triste. Et en fait, vraiment, pour le coup, tu sens quand elle en parle, tu le vois dans ses yeux que il y a un moment où ça dépasse ce qui peut exister dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Et pour les coups, les aphantasiques, c'est ça. Les aphantasiques découvrent qu'en fait, quand tu te dis j'ai une chanson dans la tête, ben c'est pas une expression. Moi j'entends vraiment la chanson, les paroles, les instruments, tout quoi. Il y a vraiment ça où quand tu dis je m'imagine sur le bord de la plage, etc.
Il y a des aphantasiques qui se disent oui, enfin, c'est une métaphore, c'est un truc comme ça. Non, non, c'est une vraie image. Et donc, se comprendre les uns les autres grâce à cette nouvelle étiquette, c'est pour moi extraordinaire. Super. Ben justement, on va rentrer un petit peu plus dans l'ultra fantasy, donc qui est l'exact inverse, le fait d'avoir des images qui se font à peu près tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui est évoqué, apparemment l'image est très très vivante. Moi, je ne saurais pas d'ailleurs me situer sur ça, hein. J'ai de la curiosité vis-à-vis de ça. Il me semble, je pourrais être très fantasique, mais peut-être pas ultra. J'en sais rien. C'est plutôt les Alors, sons. Est-ce que ça existe avec les sons? Tiens, c'est une question. alors, je vais apporter déjà une première correction. Ouais. L'inverse de la fantasy, ça n'est pas l'ultra fantasy, c'est l'hyper Ok. fantasy. Ok. Ça, c'est le premier point. Donc, l'échelle va de la fantasy, après, tu as tout un spectre de fantasy, et l'hyper fantasy. Ça, c'est l'importance. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'ultra fantasy? L'ultra fantasy, c'est l'impact de l'hyper visualisation, donc de l'hyper fantasy, chez des personnes qui sont déjà hypersensibles. Ok. Ça, c'est Super. l'ultra fantasy. Donc, c'est un petit peu différent. Ça n'est pas l'inverse. Donc, moi, je travaille pas. Enfin, moi, ma spécialité, c'est l'ultra fantasy, c'est-à-dire de travailler sur l'impact de l'hypervisualisation chez les personnes hypersensibles. Voilà, ça, c'est le premier point. Et en fait, tu peux être hyper fantasique sans être hypersensible. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas d'études qui montreraient des liens. Et pour le coup, il existe des hypersensibles aphantasiques. Donc voilà, ça c'est le premier point pour clarifier cette partie-là. Il existe aussi effectivement, par exemple sur la fantaisie, on parle de différents niveaux d'aphantasie. Et en fait, il y a les gens qui ont une aphantasie totale, c'est-à-dire aucune image dans la tête, mais aucune perception sensorielle non plus, et aucun dialogue intérieur. Ça, c'est la plus grande aphantasie qu'on ait observée au jour d'aujourd'hui. Mais par exemple, tu as des aphantasiques qui n'ont pas d'image mentale, mais qui ont l'aspect sensoriel ou le discours intérieur. Donc tout ça, on est en train de découvrir qu'il y a effectivement différents niveaux. Donc oui, tu peux tout à fait en fait avoir une perception auditive ou sensorielle, mais pas forcément de visualisation d'image. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé non plus, c'est aussi qu'on est en train de découvrir l'imagerie mentale, mais que on ne sait pas encore aussi est-ce qu'il y a une différence entre la visualisation yeux ouverts ou yeux fermés. Aujourd'hui, dans les tests, on va faire aussi les deux. Et les deux résultats sont pas forcément les mêmes. Donc, il y a vraiment cet impact-là de l'imagerie mentale et aussi l'impact, comme on l'a vu, on sait qu'à quel point ce que tu imagines dans ta tête a un impact sur tes émotions et sur ton corps. Et donc, si tu es également hypersensible, ben, cet impact est décuplé. Ouais, et puis on peut aller même. Enfin, déjà c'est passionnant parce que euh, c'est hyper clair la façon dont tu le délivres et en même temps on en sent toute la complexité. C'est-à-dire que là on va l'évoquer, mais évidemment pour s'y intéresser profondément, il faudrait avoir assisté à la conférence que tu avais donnée lors de la Journée mondiale de la sensibilité ou une prochaine que tu donneras, ou alors aller vraiment consulter des bouquins spécialisés là-dedans. Il y a néanmoins quelque chose qui me vient, c'est de dire déjà, quand tu me dis il y a des gens qui n'ont pas de dialogue intérieur, c'est mon dialogue intérieur qui se demande comment c'est possible. Mais Euh, comme pour ton hypersensibilité, au début, tu te dis, mais il y a des gens qui ne ressentent pas ça, qui ne vivent ouais, pas ça, c'est ouais. fou. Ouais, ouais, c'est sûr, ça fait rentrer dans la différence en fait de façon théorique, conceptuelle, mais néanmoins accessible, et ça fait faire un pas dans le monde possible qui est le nôtre vis-à-vis de ce que peut être le monde de quelqu'un qui justement n'a pas ces caractéristiques. Et c'est très intéressant parce que justement ça donne un accès quand même un peu plus clair à l'altérité justement, à qui je peux avoir en face de moi potentiellement, quelqu'un qui si je suis en face de quelqu'un qui n'a pas de visualisation, c'est vrai que toutes les images que je vais utiliser pour essayer d'être parlant vis-à-vis de lui, ben, ça va être finalement des coups d'épée dans l'eau. Et c'est assez intéressant de voir que c'est pas, il m'en veut pas. C'est pas pour ça que il trouve pas ça nul. C'est juste qu'il voit même pas ce que je suis en train de faire pour de vrai. Exactement. Et Littéralement. oui, oui, c'est vraiment ça. Et en fait, je pense à un exemple quand tu es en train de raconter ça qui est assez intéressant. Par exemple, dans la fantaisie, on n'a pas encore trouvé une corrélation pardon, à 100%, mais il y a un sujet qui revient beaucoup. Alors, excusez-moi, je ne connais plus le terme par cœur, mais c'est le fait de ne plus se souvenir des visages. Je sais que ça porte un nom particulier. Ouais. Donc, du coup, il existe dans la fantaisie des gens qui, en fait, ne se souviennent pas des visages. Et toutes ces personnes à qui on a dit mais attends, tu te souviens pas de moi ou qui ne se souviennent pas des gens autour d'eux,
Et en fait, aujourd'hui, on sait que c'est pas des gens qui se foutent de toi. On parlait d'ego tout à l'heure. Là, pour le coup, je pense que ça vient toucher à notre ego et c'est intéressant de comprendre que justement, c'est pas notre ego, c'est pas nous, ça nous appartient pas. Mais forcément, qui pouvait imaginer quand toi, c'est ta norme de se souvenir de tous les visages, d'avoir une attention aux détails, etc., qu'il y ait des gens qui, en fait, n'ont pas la capacité d'imagerie pour imprimer les visages. Je trouve ça extraordinaire de comprendre ça. Parce que si tu le sais, tu vas pas t'attacher aussi à une réaction, parce qu'on a tendance à juger les autres en se disant qu'ils ont les mêmes capacités que nous. Le même fonctionnement, la même constitution mentale, physique, émotionnelle, et alors que pas du tout. Et c'est pour ça que je trouve ça super, parce que toutes ces étiquettes qu'on va composer, on comprend notre recette, et on comprend aussi, je pense que plus que tu travailles sur toi et tu découvres toutes ces étiquettes d'hypersensibilité, d'HPI, d'hypervisualisation, etc., et quand tu découvres ta propre complexité, je trouve que ça aide aussi à avoir de l'empathie et de comprendre qu'en face de toi, il y a des gens qui ont une toute autre complexité, parfois aux antipodes de la tienne, et ça évite justement d'être impacté dans son ego, dans sa façon d'être, etc., et de pouvoir aussi avoir des échanges beaucoup plus fluides et une vie beaucoup plus sereine. C'est tout à fait ça. Et c'est la prosopagnosie, me dit Gaëtan dans l'oreillette. Ah, merci Gaëtan. Celui-là, je le vois, hein, mais Ah, mais il oui. ne veut pas s'imprimer. Voilà, bah, sa tête ne te revient pas. Ben, c'est ça. Mais non, je pense que c'est un truc aussi 20-80, c'est-à-dire pourquoi apprendre ce mot complexe alors qu'en fait on sait que c'est, si je le dis déjà, personne ne va s'en souvenir et personne ne va savoir ce que c'est. Et il va falloir quand même que j'explique que c'est l'absence de mémorisation des visages. Donc Ouais. du coup, tant qu'à faire, mon cerveau se dit ne pas le retenir. Ah, super. Et du coup, dans ce que tu disais juste précédemment, il y avait quelque chose qui me venait, c'est de dire, on a ce fonctionnement en interne, ça nous bouleverse et tout, on peut comprendre ça, mais c'est ce qu'on vibre envers les autres. Et en fait, c'est comme un cercle, quoi. C'est un cycle. Ça fait partie de notre cycle, d'une certaine façon, d'énergie qui rentre, la façon dont l'énergie rentre et la façon dont on va la renvoyer, parce qu'on en aura compris quelque chose avec les outils qui sont les nôtres, à savoir, bah, peut-être beaucoup d'images, peut-être aucune image, peut-être beaucoup de sensorialité, d'émotion, d'empathie, etc. Et ça fait qu'on on va remettre ça dans le monde juste derrière, et ainsi de suite. Donc il y a un endroit, pour moi c'est comme si, justement, je vais utiliser une image, c'est comme si on avait mis un coup de projecteur à un endroit de ce cycle, en mettant ça Ouais, en ouais, lumière, complètement. d'une certaine façon. Ouais. Et je me demandais, à quoi ça sert de savoir qu'on est ultra fantasique, qu'est-ce que ça dit de soi dans ton expérience à toi? Alors évidemment, je sais que ça sert à quelque chose, et on vient de l'évoquer, mais toi, personnellement, pour toi, qu'est-ce que ça a été comme découverte? Alors, je vais en parler sous deux prismes, le prisme de la recherche et mon propre prisme d'étude, à la fois dans les accompagnements que je peux faire et de ma propre vie. Il faut savoir qu'en termes d'études, on a d'ores et déjà aujourd'hui mis en lien la corrélation entre les traumatismes, les expériences d'anxiété sociale, de panique, et le fait d'avoir un niveau de visualisation élevé. Ça, c'est un premier point. On a aussi remarqué que les gens qui faisaient des cauchemars récurrents avaient aussi une vivacité d'image mentale très élevée. Donc ça, c'est vraiment le niveau d'étude. Et forcément, l'impact en tant qu'hypersensible est décuplé, puisque tu imagines bien que quand tu es hypersensible avec ou sans HPI, l'impact sur 1000 idées que tu as dans ta tête et la rapidité de traitement des images, le fait d'avoir les émotionnalités, tout l'aspect émotionnel qui va avec, qui est hyper intense, et du coup aussi la sensorialité qui s'accompagne, forcément l'impact il est énorme. Donc par exemple, si je parle de mon propre cas, effectivement, par exemple, je suis dans le cas des cauchemars. Moi, je sais que je fais beaucoup de cauchemars parce que ce qui est très compliqué pour moi, c'est que mes cauchemars sont 100% réels. C'est-à-dire que les images de mes cauchemars sont tellement réelles que je vis une double vie. Et je me réveille le matin, je suis épuisée de ma journée. C'est un vrai sujet. Et en fait, il y a aussi cette visualisation. Ça, c'est la visualisation nocturne. On pourrait parler de yeux fermés pour le coup. Et il y a la visualisation yeux ouverts qui sont aussi le fait d'imaginer le pire quand tu dois prendre une décision. Et donc, on parle vraiment de cette anxiété. Si tu te dis que tu dois prendre une décision qui va générer différents scénarios et que tu ne vois que les scénarios négatifs, tu les vis émotionnellement et dans ton corps avec une puissance extrême. Donc, identifier son hypervisualisation et son hyperfantasie avec son hypersensibilité, et donc cette ultra-fantasie, c'est aussi comprendre comment réduire l'impact
de ces visualisations parce que d'un coup, tu sais que tu n'es plus en train de subir des images mentales. Tu peux les contrôler, tu peux les suppléer, tu peux faire en sorte de trouver des outils pour apaiser cette anxiété. Et de toute façon, comme n'importe quel élément, je veux dire, combien de personnes, quand on parle souvent du désert, des gens qui sont dans des déserts pas des déserts médicaux au sens il n'y a pas de médecin, mais au sens de ne pas avoir de gens qui vont pouvoir détecter leur maladie. Le fait, quand tu n'as pas cette capacité de quelqu'un qui peut t'expliquer ce que tu as, c'est un enfer à vivre. Ben, en fait, il se passe la même chose quand tu comprends que tu es hypersensible ou quand tu comprends que tu es hyperfantasique, c'est que d'un coup, tu mets, comme tu le disais, la lumière sur un des fonctionnements et rien que ça, c'est déjà un apaisement. Et ensuite, ça te permet, une fois que tu as la conscience dessus, de pouvoir travailler dessus à ton service. Ça change pas qui tu es, on restera hypersensible, on restera hyper visualisant, etc. Par contre, d'un coup, il y a des outils, il y a la possibilité aussi de se muscler, parce que le cerveau, la visualisation, ses émotions, il y a des habitudes qui peuvent se prendre, des bonnes habitudes pour nous permettre d'avoir moins d'anxiété, d'être plus maître et de reprendre ce que j'appelle la puissance sensible. D'être de nouveau acteur dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, de pouvoir le comprendre, de pouvoir comprendre ce que tu maîtrises et ce que tu maîtrises pas, ce sur quoi tu peux agir et ce pourquoi tu ne peux pas agir. Et c'est ultra apaisant. Ça fait un bien fou. Ultra apaisant, c'est le mot. Et bien justement, je me demandais comment on se repose quand on est ultra fantasique. Ben déjà, on se repose en prenant du temps pour soi et du temps pour vider son cerveau. C'est de la régulation vraiment, de la régulation émotionnelle, de la régulation du système nerveux. C'est aussi être capable de remplacer volontairement des images mentales par d'autres images mentales. Ça, c'est aussi réussir en fait à proposer un repos à ta visualisation. Et du coup, être au service de ton ultra-fantasie, c'est-à-dire forcément abaisser ça peut être soit un cercle vicieux et le remplacer par un cercle vertueux. Parce que l'avantage de notre hypersensibilité, c'est que en fait, tous ces vecteurs marchent aussi au positif. Je prends l'exemple de, moi, je peux mettre une musique et en fait, c'est aussi pour ça que je suis chorégraphe, je pense. C'est qu'en fait, je mets une musique et je me vois danser dans ma tête. Et donc, je vois les mouvements sans danser. Et en fait, à la fois, cette musique, elle me met dans une énergie hyper positive, elle me dynamise, mais elle me permet aussi de créer. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment extrêmement positives à ce niveau-là. Et c'est aussi savoir les identifier pour savoir les activer à la demande. Et donc, pour le repos, ça en fait des choses, ça en fait des choses que tu peux en fait bouger dans ce rapport à ça qui ne bouge pas lui-même, mais en fait c'est toi qui bouges dans la réceptivité que tu en as et dans la conscience et dans ce que tu en fais finalement, parce que sinon c'est cette caractéristique dans l'ombre qui joue avec toi d'une certaine manière. Exactement. Et avec ta patience et tes capacités. Exactement, comme on parle de l'hypersensibilité ou du HPI, toutes ces informations, c'est comprendre le fonctionnement, pouvoir s'en servir, déculpabiliser et aller de l'avant. Super, trop bien. Je me demandais, du coup, parce que moi, dans ce que j'en ai compris, il y a dans l'hypervisualisation le fait d'être sur, par exemple, la parole de quelqu'un d'autre et de rentrer à l'intérieur des images qui sont proposées par ce discours. Mais qu'est-ce que ça fait au cinéma quand il y a des images pour de vrai qui sont proposées? Est-ce que tu rentres à l'intérieur avec les sens, tous les sens? Comment ça se passe? Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de mon expérience personnelle, du coup, pas beaucoup. Effectivement, par exemple pour le cinéma, c'est aussi le vivre comme une réalité, c'est-à-dire que moi, le personnage qui meurt, je me dis jamais c'est un acteur. Je me dis mon Dieu, il est mort, c'est horrible. Enfin, je vis le deuil et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Et c'est marrant parce que du coup, des fois, quand je regarde des choses avec mes nièces, tu sais, elle me dit mais pourquoi tu pleures et tout ça. Et moi, je suis là, mais il me faut un temps vraiment de digestion. C'est pareil pour un récit quand on parle d'un accident où j'ai vraiment les images qui me viennent avec beaucoup de détails. Et donc du coup, il se passe comme si je vivais la scène sur le moment moi-même. Par exemple, pour les empathes kinesthésiques, c'est comprendre que les images mentales qui sont générées créent aussi ce système de sensibilité et donc aussi jusqu'à venir dans le corps. Et c'est extrêmement déculpabilisant pour des gens qui se disent mais je suis fou et pourquoi personne me comprend, etc. Et là, pour le coup, se sentir extraterrestre, ça, je l'ai vraiment vécu sur mon empathie kinesthésique et pouvoir comprendre le mécanisme qui se cache derrière et en tout cas une partie d'explication de cette empathie-là, ça fait un bien fou. Ouais, je comprends. Je me demandais aussi, si tu écoutes un texte lu, est-ce que les images et leur intensité, même si c'est le même texte, diffèrent selon la voix du narrateur?
C'est une bonne question. Je crois pas. Je crois pas que selon la voix, ça change la narration parce que je vais me plonger dans l'histoire que ça raconte. Et donc, ça peut changer simplement mon état de visualisation, dans le sens où il faut savoir que quand tu es hyper visualisant, c'est la capacité à générer des images dans ta tête, mais tu restes aussi à ton niveau de sensibilité. Et donc, par Bien sûr. contre, je peux trouver une voix plus agréable ou moins agréable. Et par exemple, si une voix est stridente et désagréable pour moi, sachant qu'en plus je suis hyper acousique, je peux ne pas réussir à visualiser parce qu'en fait, d'un coup, ça va prendre le pas. Et la douleur physique que je ressens ou la douleur sensorielle liée à ça peut me faire perdre l'image parce que d'un coup, je vais sortir de ma visualisation. Par contre, à voix, à confort égal, je ne pense pas. Ceci étant dit, j'ai jamais vraiment expérimenté, mais je crois pas. Je pense que c'est Ok. plutôt la qualité de voix, etc., qui peut, pour le coup, avoir une incidence. Par contre, on sait que, effectivement, des mots trop complexes vont minimiser l'imagerie mentale, alors que des mots simples et concrets vont valoriser l'imagerie mentale. Donc, il y a quand même des choses où on commence à comprendre un petit peu l'impact, mais ça reste encore soumis à étude. Ok, super. Bah, moi, je me dis justement, peut-être dans mon vécu très récent de conscientisation de ça, du coup, parce que j'en ai entendu parler pour la première fois en janvier grâce à toi. Ouais. Du coup, je me dis, pour moi, la voix d'un narrateur, c'est la texture. Donc, du coup, il y a de l'hypersensibilité chez moi, il y a la capacité à faire des images également. Alors, j'irai pas jusqu'à me qualifier avec une étiquette concernant ça tout de suite, mais simplement, je sais que la voix du narrateur va changer la texture du récit pour moi. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de, je vais peut-être avoir les mêmes images, mais elles auront pas le même grain. Je sais pas comment dire ça différemment, mais Oui, ça je peux comprendre. J'avoue que c'est parce que pour moi ça changerait pas forcément l'histoire et tout, mais je peux comprendre que ça change le grain. C'est quelque chose qui résonne en Hmm. moi ça. Ouais ouais Ok, complètement. Ouais. super. Et je me posais une question bête alors, à laquelle tu peux sans doute pas vraiment répondre, mais remarque, comme tu t'es intéressé beaucoup plus au sujet que moi, tu as peut-être un truc à dire. C'est est-ce que les personnes aphantasiques ont tout de même un imaginaire? Qu'est-ce que tu entends par imaginaire? Eh ben justement, il y a le mot image dedans et je sais pas quoi mettre derrière imaginaire quand il y a quelqu'un d'aphantasique. C'est vraiment Alors, ça. je vais donner un exemple concret qui est une vidéo très bien que vous pouvez trouver sur la fantasy, qui est une graphiste américaine qui explique qu'elle est aphantasique. Pourtant, son métier, c'est la création d'images. C'est quand même Ah, incroyable. super. Et en fait, elle l'explique elle-même, et en rien ne vaut les récits, mais effectivement, comme je m'y suis intéressée, je peux vous partager un petit peu ses retours d'expérience, qui ne sont pas les miens. Et en fait, ils expliquent que, du coup, ils peuvent faire de la composition d'images, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une mémorisation de, par exemple, une pomme, on sait ce que c'est une pomme, on sait ce que c'est un chat, et par exemple, si elle doit créer un chat, elle va regarder plein d'images de chat, et elle va recomposer par rapport à ce qu'elle fait. Alors que moi, si tu me demandes de fermer les yeux, d'imaginer un chat, et toutes les descriptions que tu vas me donner de ce chat va créer cette image et je peux les changer. Il est roux, ah ben non, d'un coup il est noir, d'un coup il est européen. Hop, je peux changer dans ma tête indéfiniment et avec beaucoup, beaucoup de niveaux de détail. Donc, si tu parles d'imaginaire, ça dépend. Si on parle vraiment de l'image mentale, un aphantasique, la définition, c'est pas d'image mentale. Si tu parles d'imaginaire au sens, on peut créer quelque chose qui passe par quelque chose qui a été imaginé, au sens, par exemple, créatif du terme, eh ben, il existe des graphistes et des créateurs visuels aphantasiques. Donc, dans ce Ok. cas-là, ils ont un imaginaire, mais qui n'utilisent pas l'imagerie mentale. Ok, super. Voilà. Merci pour ces J'espère que ça précisions. répond à ta Ouais, ouais. question. Oui, oui, je me dis que quelqu'un d'ultra fantasique doit vouloir, tu sais, de temps en temps pour faire un arrêt au stand, passer en aphantasie pendant 10 minutes, tu vois. Moi, Parce que alors en plus de ça, ça, tu parlais des yeux fermés, donc je me dis que ça ne s'arrête jamais en fait en réalité. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je me disais aussi, je me faisais la réflexion, pourquoi la joie a autant d'importance dans ton récit et dans le mien. Je pense que c'est aussi parce que il y a tellement d'intensité dans tout ce qui est perçu que autant le colorer avec quelque chose d'agréable, parce qu'en fait finalement on peut pas changer cette intensité-là, on peut changer que ce qu'elle nous apporte, en fait, d'une certaine façon. complètement. Et par contre, je réagis sur ce que tu disais. Oui, il y a des fois où je me dis, ah, être aphantasique et penser à aucune image, ça doit être tellement reposant. Genre, par exemple, sur les cauchemars, c'est dur de découvrir aussi qu'en fait, moi, c'est un sujet vraiment sur lequel j'ai pas encore, j'ai pas de solution concrète, c'est-à-dire que j'y travaille et je m'y intéresse beaucoup, mais justement, en y travaillant, je sais aussi que mon hypervisualisation, mon hyperfantaisie est corrélée
à le fait que je fasse des cauchemars. Alors bien sûr, tu peux agir dessus avec ta régulation émotionnelle, mais on sait aussi que les cauchemars, c'est aussi signe de bonne santé, parce que justement, quand tu vis beaucoup d'émotions, l'aspect nocturne et le fait de pouvoir les exprimer en rêve ou en cauchemar, peu importe, mais en tout cas en imagerie, en rêverie en tout cas, on sait que c'est ce qui nous permet aussi de compenser et d'extérioriser les émotions et de bien les vivre. Et donc, je sais aussi que c'est sain, mais j'avoue que c'est des moments où je me dis, ah ouais, vraiment, ne pas avoir d'image la nuit et de pouvoir dormir profondément sans aucune image, ce serait top. Mais non, au contraire, l'idée, c'est de se dire, ça m'apporte aussi tellement de joie et d'avantages dans d'autres domaines. L'idée, c'est d'en faire une force et on a tous des avantages et inconvénients à nos étiquettes, à nos façons d'être et on essaye de garder que le meilleur. Ouais. Bah, tu parlais tout à l'heure de ton compagnon. Moi, je pense à ma compagne qui non seulement vit des rêves d'une puissance totale, mais qui arrive avec tous les détails. Est-ce que toi aussi, il y a ce niveau-là de détail quand tu te réveilles? Parce que tu peux vivre de façon très réaliste sur le moment, mais pas revenir avec les images pour autant. Alors, je me marre un peu comme toi tout à l'heure parce que, en fait, c'est tellement réel et j'ai tellement ce souvenir du détail que parfois, ça se transmet dans ma réalité. Et je vais vous raconter un truc qui date il y a 2 semaines, je crois. J'ai ma coiffeuse qui arrive à la maison. Et je lui dis, voilà, je voudrais que tu me coupes les cheveux pour rattraper la mèche que j'ai coupée trop courte. Et en fait, aucune mèche n'était coupée trop courte. Et en fait, je me suis retrouvée trop courte devant elle parce qu'en fait, dans la nuit, à un moment, je sais pas pourquoi, j'avais rêvé que je m'étais coupé une mèche genre ici. Et je me dis, voilà, je voulais que tu rattrapes et tout. Et elle m'a regardée avec des yeux. Mon mec a explosé de rire. Et en fait, c'est quelque chose qui m'arrive pas, heureusement pas trop fréquemment, mais ça m'arrive quand même plusieurs fois dans l'année d'avoir des petits moments comme ça, de me dire, ah non, mais ça, en fait, c'était un rêve. Tellement c'est réel, tellement j'ai un niveau de détail de ce que j'y vois, que ça arrive de d'éteindre dans ma réalité. Donc oui, je comprends tout à fait. Ouais, ouais, bah, j'ai des expériences comme ça par procuration, du coup, maintenant au quotidien. Ça peut Mais être compliqué j'avoue dans le que couple, hein. ça peut être compliqué, mais en même temps, je préfère quelqu'un qui me raconte ses nuits que quelqu'un qui me raconte ses journées au bureau, donc je suis tout à fait content. Parfait. On va passer à l'étape, ben, à la phase des questions un petit peu en rafale, Ouais, où je te demande de faire des réponses qui sont spontanées et assez courtes, de manière à ce qu'on puisse un petit peu ben, bouger un peu de rythme tous les deux et voir ce qui ok, sort quand je te pose ces questions-là. Ok? ok. C'est peut-être là que les Super. 24 vont s'exprimer, tu vois. C'est dans ce genre de moment. Super. Ouais, on leur fera des petits clins d'œil au montage, on mettra le prénom et le CV, tout ça. Élise 1, Élise 2, Élise 3. Hmm. Ok, c'est quoi pour toi devenir adulte? C'est être pleinement responsable de ce que l'on fait et de ce que l'on vit. Voilà, j'essaye de faire court. Super. À quoi servent les émotions selon toi? À vivre. À quoi d'autre qu'à part vivre cette vie incroyable. C'est quoi pour toi faire une juste place à ces émotions? C'est les traverser. C'est les traverser, les accueillir et savoir si elles sont stériles ou fertiles. Ok. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Hier, en regardant mon mec et en lui disant Pétard, je t'aime trop. Oui, c'est terrible. Des fois, je suis là, je me dis juste, je suis tellement pleine de gratitude qu'il soit là. Il a dû dire un truc chou, faire un truc chou, et voilà, ben là. Super. Quelle place occupe la colère chez toi? L'injustice, c'est le premier truc qui me vient. L'injustice et la bêtise. Vraiment, il y a des colères que j'ai quand les gens manquent tellement d'empathie, de sens logique, ou que c'est vraiment faire mal pour faire mal. Ça, c'est vraiment, ça me met en rage, quoi. La bêtise humaine ou l'injustice, c'est rien que d'en parler, ça m'énerve. Quelle place occupe le doute pour toi? Ah, c'est très marrant parce que avec mon chéri, on partageait sur le doute. Et on se disait que le doute, c'était hyper sain. Donc, pour moi, le doute, c'est un bon compagnon quand il est pas bloquant. C'est la possibilité de remettre en question et de savoir où est-ce qu'on va en se sentant bien. Donc, c'est un bon pote.
Ok, bah du coup, tu as répondu à ma question d'après, donc je passe à la suivante. Est-ce que tu peux nous partager ta vision du libre arbitre? Ah, en réponse courte, c'est chaud. Ouais, Le libre arbitre, pour moi, c'est être capable. En fait, je crois que ce qui me vient le plus, c'est que je suis pas sûre que ça existe vraiment le libre arbitre, parce que j'ai toujours tendance à dire qu'on est tous sous influence et que la clé, c'est de choisir ses influences. J'avais fait une vidéo en mode en tant qu'hypersensible, est-ce qu'on est influençable ou plus influençable? Et je suis pas sûre qu'un libre arbitre existe à 100% en tant qu'humain. Voilà. ok. C'est parce qu'en fait, on est au contact des autres, on est au contact du monde, on a grandi dans un environnement, on travaille avec des gens, tout ça. Donc, je pense que le libre arbitre, le meilleur, c'est de choisir son influence et par qui on va être influencé et pourquoi. Ok, super. C'est quoi pour toi la souveraineté? J'entends empowerment, j'entends puissance, j'entends la souveraineté de son choix, de ses décisions. Donc, je dirais que ça vient avec la puissance qu'on peut avoir quand on est libre de se choisir. Et je pense que c'est important parce que je pense que la souveraineté n'existe pas sans liberté, que ce serait exagéré de dire qu'on est tous souverains quand, je sais pas, je pense à une femme sous emprise ou certaines femmes dans des pays où elles n'ont pas de liberté. Je pense que cette souveraineté, elle existe quand on peut redonner la liberté à l'humain. Donc voilà, avoir sa La puissance liberté de libre. ses influences pour pas être sous emprise. Par exemple, quand c'est possible. Après, l'emprise, Hmm. c'est un vrai sujet. C'est que c'est Ouais. justement des gens qui sont déjà sous influence. Donc, du coup, ont du mal à en choisir une autre. Mais c'est effectivement réussir à se sortir des mauvaises influences et reprendre son pouvoir quand c'est possible. C'est quoi pour toi l'objectivité? Hum, Ben, je dirais que c'est l'inverse de la subjectivité, mais là on revient dans des tests de la Vice ou des trucs comme ça qui sont pas forcément à propos ici. Non, l'objectivité, c'est ce que j'entends ici, c'est se libérer du regard, du jugement des autres et se connecter à soi pour faire ce qui est bon pour soi. C'est ce que j'entends. Je dis pas que c'est juste, mais Ok, voilà, c'est ce qui ça me résonne. va. Ma dernière question sur laquelle tu peux prendre plus de temps. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous partager comment tu t'aimes? Alors, je dirais que je m'aime à 80% au moins, alors qu'avant c'était beaucoup moins, parce que il y a toujours des moments où je me dis mais t'es bête ou t'as fait ça, machin. Et j'ai changé ce discours intérieur. S'aimer à 100%, c'est dur quand on est exigeante envers soi-même, et c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Comment je m'aime? Je pense que je m'aime en ayant fait des choix pour moi euh, et qui n'est pas contre les autres. C'est-à-dire vraiment, j'ai fait des choix de vie qui sont importants pour moi, dans lesquels je peux être heureuse en étant moi. Et je pense que c'est la plus belle déclaration d'amour que je me suis faite, c'est de savoir m'offrir la vie dont j'ai besoin, avec ma sensibilité, avec mon brin de folie, avec mes besoins d'amour, avec mes besoins voilà, sensoriels, émotionnels, mentaux, etc. Je pense que c'est la plus belle déclaration que je peux me faire, et je pense que je ne m'aime pas justement quand il y a un peu des anciennes croyances ou des peurs qui font que je respecte pas ça à 100%. Super. Est-ce que tu vois des choses dans ce qu'on vient d'échanger, des apports que tu pourrais, auxquels tu as pensé en disant, ah mince, j'ai pas dit ça sur l'ultra fantasy ou sur l'hyper fantasy, l'hypersensibilité, la fantasy, moi, mon parcours, mon métier. Est-ce que dans l'échange qu'on vient d'avoir, il manque quelque chose pour toi? C'est marrant parce que là, tu vois, à chaque item que tu as cité, je me revois et je revois les idées et tout. Donc, en même temps, j'ai envie de te répondre tout et rien. Tout parce qu'on pourrait en parler encore des heures et que je trouve ça passionnant et que là, je suis pleinement dans ce que j'aime, dans cette extraversion, cet échange, cette connexion aux autres que j'adore. Et en même temps, rien parce que c'était déjà super et que ce qui compte, c'est que toi, tu aies trouvé les réponses que tu voulais en espérant que ça serve les gens qui vont nous regarder. Et ce que j'aime juste rajouter, c'est bah, que vous méritez le meilleur et que ceci est non négociable, en tant qu'hypersensible, on se suradapte continuellement, qu'en tant qu'hypervisualisant, on imagine toujours le monde qui peut être possible au lieu de se concentrer sur toutes les belles choses qui pourraient arriver, on se concentre toujours sur ce qui pourrait mal se passer. Toutes ces choses-là, oui, ça existe, mais servez-vous-en pour vivre le meilleur parce que c'est ce que vous méritez et rien de moins. Super. Ben, j'aurais une dernière question pour toi avant de passer la main à Gaëtan. Ouais. C'est la question rituelle, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus banal chez toi?
Très bonne question. Mon impatience, je dirais. Je suis tellement impatiente. Voilà, c'est pas quelque chose. Je déteste attendre et je déteste attendre pour rien. Ça me rend malade. Et c'est tout à fait banal. Voilà. Ok, super. Bah écoute, j'ai passé un super moment avec toi et évidemment Plaisir que partagé. tes réponses ont été superbes parce que de toute façon, c'est les réponses des invités que j'attends et c'est l'éclairage de l'invité que j'attends et j'attends qu'il soit lui-même le plus possible et comme tu me l'as précisé, c'est à peu près ce que tu as vécu normalement. Donc je m'en Oui. réjouis, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très ressourçant, je suis sûr que les gens vont apprécier. Et je te laisse maintenant rencontrer Gaëtan, ce qui le retient de notre échange et les questions qu'il a envie de te poser. Je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Trop Merci bien, beaucoup, Élise. merci. Bonjour Elise, merci beaucoup pour cette énergie que j'ai vue pendant près d'une heure 45 avec l'interview que tu as faite Mathieu. J'ai vu à quel point tu pouvais être investi dans tes réponses en fait, à quel point tu avais envie de partager. Ça, voilà, c'était très inspirant, très énergique, très souriant. Tu n'as pas quitté ce sourire et moi j'ai trouvé ça tout à fait plaisant. Mon idée et mon rôle un petit peu ici, au-delà du fait que ça se passe au mieux votre interview dans la régie, c'est aussi de faire une petite synthèse des choses que j'ai notées qui me sont personnelles. Ça se veut subjectif, hein, et éventuellement te proposer de réagir à certaines choses que j'aurais pu noter et ne pas hésiter surtout à corriger si jamais il y a des éléments de synthèse qui pour toi ne sont pas corrects ou Trop des choses cool. que tu voudrais compléter parce que tu te dis ah oui tout à l'heure j'ai pas été exhaustif. C'est un espace pour ça. Trop bien. Tu as évoqué le début, le point de départ, d'avoir ressenti la douleur, l'agression, non pas nécessairement sur toi, mais qui était faite aux autres, à l'extérieur, que tu n'arrivais pas, comme tu l'as dit, je te cite, tu n'arrivais pas à t'en foutre. Tu avais une empathie qui était exacerbée face à cette prof, qui avait pu avoir des mots que tu as ressentis durs de ton côté pour ces autres enfants. Tu aimes faire attention aux autres et il y a une joie et qu'on peut ressentir là aussi quand les autres sont satisfaits. Toi aussi, tu vas avoir peut-être encore un peu plus de joie de ton côté. Et je me demandais, parce que moi, ça me parle beaucoup, hein, j'ai vécu quelque chose d'un point de vue spectacle mardi dernier et c'est vrai que ce qui m'est revenu en rentrant, c'est non seulement la joie que j'avais pu ressentir avec mes collègues d'improvisation pendant le spectacle, mais aussi le regard à un moment donné de la personne qui nous mettait en scène, entre guillemets, du MC, qui avait les yeux qui brillaient à ce moment-là. Et là, mon émotion s'est décuplée, a encore été un cran plus haut. Et je me demandais si pour toi, quand du coup, toi, tu avais de la joie seule, elle avait un peu moins de goût que quand c'était avec les autres, ou tu arrives à lui donner la même intensité que quand c'était avec les autres. Est-ce que les autres, comme du sel, sont des exhausteurs de goût? Ah, c'est une très belle métaphore. Oui, c'est vrai que dès que ça touche aux autres et aux gens que j'aime, c'est puissance 1000. Donc après, c'est difficile d'imaginer pour moi la joie seule, parce que ça peut être une joie de choses que je fais, mais c'est un peu toujours avec les gens ou pour les gens. Ou c'est marrant parce que quand tu m'as dit par rapport à une joie seule, je trouvais un exemple. Qu'est-ce qui pourrait être une joie seule? Oui, ça peut être un moment de détente, etc. Mais c'est peut-être pas la même euphorie, je dirais, quand c'est partagé. Je crois qu'il y a une phrase, je suis très nulle en citation, mais c'est un truc du genre le bonheur, c'est la seule chose qui fait que ça augmente quand on le partage, ou quelque chose comme ça, ou l'amour, ça augmente quand on le partage. Je crois que c'est un peu ça. Donc oui, clairement, quand c'est avec les autres, pour les autres, on passe presque effectivement à l'euphorie. Disons que les joies, il y en a de toutes les sortes. J'avais jamais pris le temps de les comparer avant que tu me poses la question. Disons que je les vis pleinement comme elles se présentent. J'avais une phrase qui m'était venue, du coup je m'en suis servi pour faire un slogan, c'était la créativité n'a de valeur que si elle est partagée. Ouais. C'est vrai qu'on peut avoir la créativité pour soi, hein, mais moi de ce que je ressens, mais ça parle de moi, hein, c'est que cette créativité, cette création vraiment a un goût et comme tu dis une euphorie complète que lorsqu'elle est présentée à l'extérieur. Oui, je pense qu'en plus on partage quelque chose tous les deux qui est cet amour de la scène, et pour le coup, la scène c'est quelque chose de très 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 particulier. Moi qui ai fait beaucoup de spectacles et qui ai fait des conférences, j'ai animé des cérémonies, des choses comme ça. Il y a une genre de communion avec le public, mais aussi avec les gens avec qui on a préparé ce spectacle, cette présentation et tout, qui dépasse un peu le quotidien, qui rend cet aspect exceptionnel et qui du coup crée des émotions exceptionnelles. Et je pense que aussi l'exemple que tu prends,
il est très propre à une situation qui est assez unique, qui est la scène, le spectacle, ce genre de choses. C'est assez dingue. Quand je t'entends parler, en fait, il y a un mot qui me vient, c'est solidarité. Est-ce qu'on peut se dire que dans ces moments-là, que ce soit avec nos collègues qui sont sur scène ou que ce soit même avec les personnes qui seraient dans la salle ou bien les personnes qui regardent, on peut enfin ressentir plus de solidarité que dans un quotidien classique dans ce Ah, moment-là? c'est marrant. C'est trop marrant que tu me dis ça parce que, bon, pour tout vous raconter, j'ai passé un test au potentiel récemment, puisque c'est quelque chose qu'on disait beaucoup de moi et j'ai eu besoin de demander la confirmation. Et dans ce test, on m'a demandé de définir le mot solidarité. Et donc, pour répondre à Mathieu qui l'évoquait, du coup, j'ai découvert mon haut potentiel récemment, mon HPI récemment qui vient compléter mon hypersensibilité, une étiquette de plus. Et en fait, dans cette définition de la solidarité, je l'ai définie comme ça pour moi en disant la solidarité pour moi, c'est venir aider quelqu'un qui est dans une situation de mal-être ou de difficulté. Et donc, je dirais plutôt l'inverse de ce que tu as dit, c'est-à-dire que pour moi, la scène, c'est pas forcément de la solidarité parce que tout le monde va bien à ce moment-là. Les gens qui sont sur scène sont heureux d'être sur scène, les gens qui sont dans le public sont heureux de voir un spectacle. Donc, j'aurais plus un sentiment de communion que de solidarité, alors que pour le coup, dans mon quotidien, la solidarité s'exprime beaucoup plus. Typiquement, je suis toujours celle à qui on vient de demander son chemin ou quand on est perdu, un renseignement. Genre, je suis allée à un spectacle il y a 2 semaines. Il y a une petite fille qui était perdue, qui est venue vers moi. Et c'est tout le temps vers moi que les gens viennent quand ils sont perdus. Et c'est juste un truc assez délirant, quoi. Je sais pas pourquoi, j'aspire ça. Et, Tu les regardes aussi, peut-être, tout simplement. je sais pas. Il y a vraiment quelque... Alors, pour le coup, j'adore aider. Donc, ça doit se sentir. Et c'est vrai que cette petite fille, les gens lui disaient, elle était perdue, elle cherchait son entrée, etc. Et les gens lui ont dit, c'est par là, c'est fait le tour, etc. Et donc, je suis allée demander à quelqu'un pour savoir où était sa porte, parce que moi-même, je le savais pas. Et je sais pas, le stadier, si on peut dire ça comme ça, a dit, c'est pas du tout là, c'est en face, il faut faire tout le tour. Et tout le monde était prêt à la laisser partir. Et du coup, finalement, moi, je l'ai accompagnée. Je lui ai dit, bouge pas, je vais faire le tour avec toi. J'ai laissé ma maman là et qui est rentrée elle aussi, qui a 0 sens de l'orientation. Je vous dis ça pas parce que ma maman est pas autonome, parce qu'elle a juste aucun sens de l'orientation. Donc du coup, il faut que je fasse aussi gaffe à savoir où est-ce que je la laisse. Et donc du coup, j'ai amené cette petite fille. Et effectivement, ce principe de solidarité, de présence et d'empathie, c'est quelque chose qui m'arrive toujours, mais pour le coup dans mon quotidien. Et c'est pas un mot que j'associerais à la scène parce que parce que pour moi l'aspect solidarité c'est plutôt quand il y a quelqu'un qui est en détresse ou qui a besoin d'aide, alors que finalement le public n'a pas besoin d'aide, il a envie de partager ça. Et dans tes compères, ils sont avec toi dans ce moment-là. Après, il peut y avoir un peu de solidarité s'il y en a un qui est en galère ou s'il y en a une qui a oublié ses pas ou sa parole, oui, mais c'est moins le sentiment que j'ai pour la scène. Ça marche. Alors, c'est vrai que peut-être la partie solidarité, comme dans les spectacles d'impro, il y a de l'interaction avec le public. Parfois, on leur demande de choisir un sujet, parfois, on leur demande de voter. Il y a des petits trucs qui me viennent parfois. Moi, c'est de me dire, de toute façon, et je me dis si ça dans le public quand je suis spectateur, je suis toujours mieux à ma place de spectateur que si j'étais sur scène à ce moment-là, quand j'entends le sujet que je lui ai donné, qui est un sujet un peu casse-gueule. Donc, c'est parce qu'il y a un jeu, en tant que public, souvent de mettre un sujet un peu casse-gueule pour voir comment l'improvisateur va réagir, c'est le mettre justement hors de ses limites, hors de sa zone de confort. Donc, c'est sans doute pour ça aussi que j'implique le public dans ce mot-là. Et merci beaucoup pour ta définition que tu as faite, effectivement, avec ce mot, puis d'avoir raconté comment tu vis les choses. Et je comprends bien aussi que la partie coaching est venue chez toi comme une évidence, d'accompagner, comme tu as accompagné la petite fille, d'accompagner les gens sur leur chemin et de pas simplement leur donner une réponse en les laissant sur place, mais bien de marcher avec eux. Je trouve que la métaphore est concluante. La métaphore me met les larmes aux yeux, donc je vais pas le faire parce que voilà, on va se retenir. Si, mais vraiment, tu peux le faire. Ça me Pourquoi touche se beaucoup. retenir? Qui a dit ça? Parce que sinon, j'ai l'eyeliner qui va couler, ça va être une catastrophe. Mais non, je m'autoriserai à pleurer, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ça me touche beaucoup et oui, je suis très émue par cette métaphore qui résonne beaucoup en moi. Voilà. Merci de l'avoir entendu. Tu nous as évoqué ton problème, ton rapport à la justice, ce besoin de justice, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu entendre dans beaucoup de nos interviews et que moi aussi ça me parle énormément. Tu as évoqué le besoin que tu avais de marcher à la carotte dans ton mode d'apprentissage
Et je me disais, d'un point de vue apprentissage, justement, est-ce que l'affectif, pour toi, avait de l'importance? Est-ce que dans ton mode d'apprentissage, certes, la carotte, le cadeau à la fin ou ce qu'on te propose va t'intéresser, mais est-ce que tu vois de l'importance aussi à l'affect qu'il va y avoir avec, en particulier en tant qu'hypersensible? Alors déjà, je te remercie pour ces questions très pertinentes. Tout à fait. Effectivement, quand je disais à la carotte, je viens d'entendre par ta question qu'il y a quelque chose que j'ai pas précisé, qui est pas forcément, pour le coup, le résultat. La carotte, c'est quel est l'avantage, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce qui est bénéfique. Et effectivement, c'est pas toujours le résultat, c'est peut-être des choses qui sont avant. Par exemple, et ça, je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes qui marchent à la carotte et qui sont sensibles, c'est-à-dire que tu apprends pas de la même façon quand tu apprécies le prof et que l'enseignement est bienveillant et quand tu as un prof de merde, excusez-moi l'expression, mais voilà, qui ne te convient pas, disons, et qui est dans une rigueur extrême, de la malveillance ou ce genre de choses. Et donc finalement, moi je sais que c'est vrai que selon les profs que j'avais, je n'avais pas les mêmes résultats, alors que pour le coup, j'ai la même capacité mentale et la même capacité d'apprentissage. Donc l'affect est 100% présent chez moi. Il est présent non seulement dans ma capacité d'apprentissage, mais aussi dans mon processus de décision. Pour le coup, si vous faites les tests MBTI, vous pouvez savoir si vous avez votre processus de décision qui est plutôt d'un point de vue émotionnel ou pas. Moi, clairement, ma décision finale, elle est quasiment tout le temps émotionnelle. Ceci étant dit, le pragmatisme, c'est avoir aussi un petit peu cette perception mentale, mais si vous voulez, j'ai l'impression que c'est l'émotion qui a le dernier mot chez moi. C'est-à-dire que je suis consciente que des fois, c'est pas forcément la chose que je pourrais faire, mais que c'est l'émotion qui a eu le dernier mot. Je vais donner un exemple concret parce que je sens que je suis pas très claire. J'adore prendre des exemples qui sont pas hyper compliqués parce que comme ça, tout le monde se représente. Même, j'espère, même les aphantasiques, pour nous faire un petit clin d'œil. Si je vais dans une boutique et que je trouve la paire de chaussures que je cherchais, mais que la vendeuse est exécrable, même si c'était la paire de chaussures que je voulais, je ne vais pas l'acheter et je vais partir. Et tant pis si c'était que dans cette boutique-là, soit je trouverai une autre, soit je trouverai un autre moyen de l'acheter, soit tant pis j'en trouverai une différente. Mais cette émotion-là, elle est hyper présente. Donc c'est ce qui me faisait écho dans ce que tu disais. Donc oui, l'affect, il est présent dans mon processus d'apprentissage, mais dans mon processus de décision, dans tout, ça joue énormément sur moi. J'ai deux questions qui me viennent suite à ta réponse, donc c'est super, ça foisonne, ça y est, c'est parti. La première, c'est est-ce que c'est pas justement une belle porte de sortie par rapport à la problématique du choix, te dire ah bon, c'est l'émotion finalement qui sera la carte gagnante plutôt que de sous-peser pendant des heures, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, mais du coup je vais me priver, est-ce que je vais pas regretter? Bon, l'émotion en tant que coup près pour trancher, est-ce que c'est pas une bonne porte de sortie en fait pour toutes les personnes qui nous regarderaient, qui ont des vrais problèmes avec justement le choix, comme tu disais, ces 24 personnes plus les 2 stagiaires qui sont en train de se dire oui, mais si jamais quelqu'un l'achète avant que je revienne ou. Alors, il y a quand même quelque chose où il faut être prudent avec ça, c'est que si tu laisses toutes tes émotions te diriger, ça peut être un peu vicieux si tes émotions n'ont pas été filtrées en amont. C'est-à-dire que c'est un peu la crainte, parce que dans ce cas-là, quelle émotion privilégier? Parce que là, je te disais que c'est mon émotion qui prime, donc je suis émotionnelle en termes de prise de décision, mais quelle émotion? Quand je ressens de la peur ou de la joie? Et donc, il y a vraiment pour moi cette importance qui va être de se dire, oui, je sais que mon choix final, il se fait sur l'émotion, mais attention à l'émotion que je ressens, attention à ce que je privilégie. Donc, par exemple, j'explique souvent que quand tu fais un choix par peur, c'est rarement un bon choix. Et pourtant, tu vas me dire, bah oui, Élise, tu m'as dit que c'était tes émotions qui décidaient. Ouais, mais ça pue. Donc, du coup, c'est aussi être conscient de ce mécanisme-là pour justement savoir le trier. C'est-à-dire, moi, je sais que je décide par rapport à l'émotion. Et donc, du coup, ça va être aussi vigilante dans les influences que ça peut me donner, dans le FOMO. Tu parlais de et si quelqu'un l'achète, etc. C'est quelque chose qui est très stimulé par les réseaux sociaux. Ce fear of missing out, la peur de passer à côté de quelque chose. En avoir conscience et de savoir que c'est ça qui nous fait prendre une décision, c'est très important pour pouvoir lutter contre et faire des choix qui sont vraiment bons pour nous. Donc, l'émotion, oui, mais ça dispense pas de sa connaissance émotionnelle, de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que très souvent, finalement, votre processus de décision va se mettre sur une peur, mais qui est une peur stérile, et c'est comme ça que vous allez pas avancer vers la vie de vos rêves, parce que vous allez toujours être cannibalisé par votre peur. Et donc, l'idée, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir réactiver une joie, se connecter à autre chose,
Et justement, c'est là qu'il faut savoir qu'on prend des décisions par l'émotionnel pour pouvoir choisir son émotionnel et choisir vers quoi on avance. Et c'est là où le coaching peut avoir une valeur positive pour pouvoir faire les choses en conscience, puisque ton coach peut t'aider à prendre conscience de ton fonctionnement. J'ai une bêtise? Complètement, aucune bêtise. Non seulement le coach te permet d'apprendre à prendre conscience et donc mettre de la lumière et donc découvrir ton fonctionnement. Donc pour moi, il y a un premier processus qui fait partie de la détection. Et après, il va avoir l'acceptation, l'utilisation, la libération, toutes ces choses qu'en fait moi j'utilise en méthode de coaching qui permettent en fait justement de se découvrir, mais aussi de s'en servir à son avantage. Et le coaching, c'est ça, c'est comprendre comment on est, qu'est-ce qu'on fonctionne. En fait, moi, du coup, c'est un peu 3 grands piliers que j'utilise. C'est la connaissance de soi, apprendre à se connaître sous toutes ces étiquettes dont on parlait, mais vraiment son fonctionnement mental, émotionnel et sensoriel pour moi. Le deuxième pilier, ça va être de retirer le négatif. Donc, dans le négatif, il va avoir les croyances limitantes, les influences toxiques, bref, tout ce qui va générer de la négativité et qui nous éloigne de ce qu'on a envie d'être et de ce qu'on a envie de vivre et de notre propre bonheur. Et 3, cultiver son positif. Le pronom est très important pour moi parce que mon positif n'est pas le tien, ma vie de rêve n'est pas la tienne, etc., etc. Et donc, l'identifier, c'est aussi pouvoir la cultiver en sachant qu'on fait ce qui est bon pour nous, pour notre joie, pour nos propres bonheurs. Ok. Je suis content que tu aies pu justement parler de la façon dont tu envisageais cette partie coach chez toi. Alors, hop, je repasse sur ma deuxième question. Donc maintenant, par rapport au MBTI, tu nous as évoqué le fait que tu avais été récemment détecté, en tout cas fait le test au niveau du HPI, que tu parles du coup du MBTI. Alors moi, je me retrouve beaucoup d'un point de vue temporalité parce que c'était au mois de janvier pour le test. Le MBTI, j'en avais entendu parler, j'avais regardé un petit peu avant. Et je me retrouve, et je voulais avoir ton avis par rapport à ça, avec en tant qu'HPI, oui, tu es peut-être une des cases du MBTI, mais tu peux être aussi l'autre des cases du MBTI, voire même à un autre moment, l'autre encore de tes... Donc le MBTI, est-ce que, contrairement à moi, ça t'est pas paru embêtant parce que tu te retrouvais dans plusieurs cases? Est-ce que tu as vraiment réussi à trouver quelque chose de congruent sur l'une des facettes? Alors ça, c'est très intéressant. Moi, pour le coup, je suis ENFJ. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement et je suis ENFJ stable, on va dire. Donc j'ai toujours été dans cette personnalité. Ça veut pas dire que ça changera pas selon les réponses et selon ce que je vis, mais actuellement, pour l'instant, j'ai trouvé une forme de stabilité dans ce MBTI-là. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, moi, j'ai fait le MBTI après avoir travaillé sur moi. Et je suis pas sûre que j'aurais eu les mêmes réponses avant. Le travail sur soi continue sans cesse, mais ceci étant dit, voilà, j'ai une forme de régulation, de connaissance d'outils de connaissance de soi qui me permet d'avancer. Donc, moi, de mon côté, le MBTI, il est plutôt stable d'un point de vue personnel. Par contre, quand je reprends ma casquette de coach, moi, le MBTI, je m'en sers pas comme une image et comme une étiquette, comme on en parlait, parce que je m'en sers comme une photo à un instant T, non seulement pour savoir ce que les réponses transcrivent en MBTI, mais surtout pour avoir l'avis de mes coachés. Et donc, du coup, quand je leur fais faire l'exercice, je leur demande toujours avec quoi tu es d'accord, avec quoi tu n'es pas d'accord et comment tu peux me l'expliciter. Pour moi, le MBTI, c'est pas une fin en soi, c'est pas qui tu es, c'est un outil de coaching. C'est-à-dire que ça permet de révéler, tiens, ça, je me ressens vachement là-dedans. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu as vécu? Donc, moi, c'est plus un outil que j'utilise dans mon module de connaissance de soi pour faire parler mes coachés, pour les exprimer sur ce qu'elles vont ressentir, ce avec quoi elles sont d'accord ou pas. Après, derrière, 6 mois plus tard, elles le refont, on en a un autre, on s'en fout un peu, quoi, globalement. Donc oui, je peux comprendre cet état d'esprit parce qu'en fait, votre MBTI, il bouge en fonction de vous. Donc forcément, déjà, si tu travailles sur toi, si tu vis tes émotions différemment, etc., voilà. Et puis, il y a aussi certaines atypies qui sont plus sujettes à avoir des MBTI différents. On parle très souvent des THQI ou des traits autistiques ou avoir des syndromes du caméléon. Donc forcément, par exemple, quand tu es HPI avec ce syndrome du caméléon-là et que tu n'as pas encore travailler, mais je veux dire que du coup, tu es dans un processus de découverte et que pour l'instant, c'est encore compliqué de t'affirmer, de t'assumer, d'avoir confiance en toi, tu réponds ce qu'on devrait répondre à ce test. Ils n'ont pas forcément les mêmes réponses que tu répondras quand tu auras fait suffisamment de travail de coaching et où du coup, tu arriveras avec des réponses qui sont plus ce que tu es vraiment. Et ça peut prendre du temps, ça peut être influencé, etc. Donc voilà, voyez le MBTI pour moi comme un outil et pas comme une définition de votre personnalité, mais plutôt sur, tiens, ça, aujourd'hui, c'est ça que je ressens. Pourquoi je le ressens comme ça? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord? Et comment je m'en sers pour avancer?
un outil trame pour réfléchir et pas une case pour s'enfermer. Je suis, parce que j'entendais le truc, le risque, c'est je ne suis que ça. Voilà, enfin, comment dire ça? Non, c'est pourri mon truc, il est trop tordu. Non, mais par contre, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose qui peut être dans le sens là, c'est-à-dire que, toujours pareil, le MBTI, pour ceux qui connaissent pas, donc du coup, c'est 4 vecteurs principaux, donc, et sur ça, vous allez avoir des pourcentages. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je te dis, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'est pas seulement une particularité ou un BTI, dans le sens où, en fait, par exemple, si tu as un vecteur où tu es à 49,51, bah, tu sais que ce truc-là, un coup, ça va être E, un coup, ça va être I. Tu vois, ça dépend de ta journée, de tout ça. Alors que par contre, que quand tu as des vecteurs qui sont à 80-20, ben, ce sera plus stable dans ta personnalité, ce genre de choses. En tout cas, ça peut l'être. Et c'est là où c'est vachement intéressant. Et c'est pareil, c'est pour ça que moi, quand je leur fais faire le test, je leur dis, je veux vos pourcentages. Parce que ça n'est pas la même dominante. chose. Voilà, c'est pas pareil si tu as 50-50 ou si tu as 80-20. Donc, c'est aussi là. Et tout l'idée, c'est d'en parler. Donc, oui, tu n'es pas que ça, évidemment, et ça dépend quels sont vos résultats. Tout ça, c'est des outils. De toute façon, ce qui compte, c'est d'être heureux en étant soi-même. Ça ferait une belle conclusion. Je vais reprendre un petit peu par rapport à ce que j'ai retenu de ce que tu nous as évoqué. Tu as parlé de la discipline en disant que la discipline pouvait être bienveillante et être faite dans le respect. Et si par rapport à la discipline, qui a souvent cette image de rigidité ou effectivement d'avoir quelqu'un qui te coach de façon un peu rude, on pourrait se dire que simplement la discipline, dans la façon dont tu l'as définie, c'est le principe de la répétition. Et je me disais, la danse, qui est souvent une école d'exigence, joue justement sur ce principe de répétition. Donc la discipline comme non pas une façon d'être durement cadré, mais plutôt comme une acceptation pour soi de devoir répéter un certain nombre de choses jusqu'à l'avoir assimilé. Et pour moi, ça fait le rapport totalement aussi à l'école, ça fait le rapport à l'enseignement. À un moment donné, quand je dis à mes étudiants, moi je sais le faire parce que je l'ai peut-être fait pendant 100 fois, voilà, ça parle de la répétition. Mais ça peut être fait dans le ludique, dans la joie, en faisant un apprentissage sympathique en parallèle. Je suis impressionnée parce que c'est exactement ce que je veux transmettre. Donc, je trouve que tu as parfaitement interprété. C'est exactement ça. On entend la discipline comme la rigidité, la méchanceté, ce genre de choses. Alors que pour moi, la seule discipline qui vaut, c'est effectivement la répétition, l'itération qui va te permettre d'évoluer par ça. Et donc, ça, par contre, il n'y a pas besoin de le faire dans un cadre de malveillance ou de se faire engueuler ou de ce genre de choses. Pas du tout. Donc, j'ai très peu de choses à rajouter, à part bravo, parce que c'est exactement ce que je veux transmettre. Merci. Si je vais même plus loin, ce que je dis à mes étudiants, c'est parfois une nouvelle version de Photoshop que je vais apprendre. Je vais prendre la tête de quelqu'un avec qui j'ai envie de rigoler, je lui prends le corps de Superman et je vais travailler avec les nouveaux outils pour essayer de coller la tête de mon copain sur la tête. Donc je le fais dans quelque chose de ludique, parce que l'apprentissage a besoin d'une part ludique, sinon c'est juste pénible. Mais il y a quand même cette part de pénible qu'il faut accepter dans l'apprentissage. Et c'est juste faire accepter notre physiologie, accepter notre façon neuronale aussi de fonctionner en tant qu'être humain. On n'est pas juste, contrairement à l'informatique, une mise à jour de logiciel et tout de suite c'est exploitable. C'est pour ça que la discipline, pour moi, c'est plutôt... Alors, pour le coup, je me considère absolument pas disciplinée. Pour moi, c'est très compliqué, la discipline, même dans ce sens positif. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, en tant qu'entrepreneur, de chef d'entreprise, je suis censée créer du contenu régulièrement. Et faire de la compta aussi. Voilà. Et donc, créer cette discipline, d'avoir cette au sens régularité, c'est très compliqué pour moi en tant qu'hypersensible parce que justement, j'ai des pics de créativité et d'énergie très hauts. Et après, je suis un ermite, j'ai plus envie de rien, j'ai plus d'idées, j'ai besoin de souffler, je suis en décompression. Et donc, c'est dans ce sens-là que je me sens pas disciplinée, même dans le sens positif qu'on évoque ici, parce que c'est très dur pour moi d'avoir cette régularité et cette chose qui nous fait grandir. Mais cette discipline, tu peux aussi l'avoir au sens pratique, au sens répétition, peu importe que ce soit régulier ou pas. Et sur cette partie-là, je pense qu'effectivement, c'est important et c'est ce qui nous permet de se transformer. Tu vois, moi, en coaching, je fais aussi des accompagnements qui sont longs, puisque c'est des accompagnements d'1 an, parce que, en fait, justement, le fait qu'elle soit dans l'itération, moi, je parle plus d'itération, je parle jamais de discipline parce que je me reconnais pas très bien dans ce fonctionnement-là. Même moi, tu vois, je te dis que je suis pas très disciplinée. Parce que je pense que ce qui marche, c'est la joie, le plaisir et la répétition.
Et en fait, tu vois, il y en a plein qui me disent, mais en fait, c'est des outils, on les a vus ensemble, on les a adaptés ensemble. Quand ça me plaisait, on les continuait. Si ça me plaisait pas, on adaptait. Et c'est vraiment cette itération-là qui permet d'avancer pour moi et qui fait que c'est ça qui fait que ça fonctionne et que tu te développes et que tu avances dans ton apprentissage. Très bien, je te rejoins totalement là-dessus. J'ai noté cette phrase parce que je la trouve super. Mettre des sourires sur les visages, que c'était une de tes... comment tu avais évoqué ça à ce moment-là, une de tes choses qui t'inspirait beaucoup. On revient évidemment sur ce qu'on a dit sur le fait que partager un coucher de soleil avec quelqu'un d'autre, ça a plus de goût que le partager tout seul, que le fait de rayonner avec les autres, ça avait du sens pour nous en tout cas. Je dis pas qu'il faut, hein, je dis juste c'est un constat. Et que du coup, évidemment, mettre des sourires sur les visages, c'est la réponse de l'autre et là, la joie, elle monte. Je renvoie aussi au très bel hommage que tu as rendu à l'homme qui partage ton chemin. C'était très touchant, c'était émouvant, Oh, je dirais. Tu disais qu'à un moment donné, tu ne te sentais pas assez, que tu avais une sorte d'exigence que tu ressentais envers toi. Et moi, je me dis, après, quand tu en as raconté ton parcours, bah, tu t'es déployé. C'était vraiment cette notion que j'ai ressentie aussi, moi, à un moment donné, de pouvoir déployer ses ailes, de devoir prendre plus de place, mais de pouvoir aussi avoir cette générosité du sourire. Parce que même quand tu souris, finalement, tu ne gênes pas. Puis s'il y a des gens qui ça gêne, pourquoi tu souris? C'est leur problème, c'est dont ça parle. Le terme de femme-enfant, je l'avais noté avant que tu en parles dans ton ah, c'est interview. vrai. Et je me disais, alors c'est pas que je te qualifiais comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a ce mot-là qui m'est venu dans la tête. Donc pour dire que c'est pas une case dans laquelle j'étais rentré en me disant tiens, elle est comme ci, comme ça. C'est plus dans ce que tu évoquais à ce moment-là et dans la façon dont tu parlais, ça m'a fait venir cette question du mot femme-enfant en tant qu'hypersensible. Comment tu reçois ce terme, justement? Trop belle question. En fait, je pense que je parle de femme-enfant vis-à-vis des normes de la société. C'est-à-dire que j'avais fait un petit texte, une lettre à la Élise que j'étais quand j'avais 5 ans. Et je lui disais, à cette époque-là, tout le monde trouve ta sensibilité merveilleuse, tes éclats de rire, tes tristesses, tout le monde trouve ça normal. Et cette joie de vivre intense, elle est valorisée quand on est petite fille. Et elle l'est pas quand on est adulte. Moi, on m'a beaucoup dit qu'il fallait que je m'endurcisse, qu'il fallait que je sois forte, que j'arrête d'être aussi sensible, aussi fragile, etc. Et c'est pour ça que je pense de femme-enfant, parce que j'ai l'impression que quand je me définis en tant que femme-enfant, je m'autorise le meilleur du monde des adultes et du monde des enfants en dehors des strates de la société, en dehors des exigences de la société. Et c'est marrant parce que c'est quand tu me poses la question que je réalise ça, que je me dis c'est peut-être pour ça que je parle de femme-enfant, pas au sens immature, parce qu'en plus j'étais une enfant qui avait envie d'être adulte. Pour tout vous raconter, genre mon jeu préféré quand j'étais dans ma chambre et que je sais pas, je devais avoir genre 8 ans, c'était jouer à la vie normale. Donc je jouais à recevoir du courrier, à prendre ma voiture et à rouler bien droit. Enfin, vraiment, mon jeu c'était ça. Je jouais à la vie normale et alors je payais mes factures et tout. C'était mon jeu, mon gros délire, tu vois. Donc j'étais une enfant qui voulait devenir adulte et en même temps je suis une adulte qui a envie de garder ce qui est bon dans l'enfance. Et il y a quelque chose qui me questionne beaucoup, c'est tout ce qu'on fait pour les enfants et qu'on ne fait pas pour les adultes. Tout ce qu'on Oui. autorise aux enfants qu'on n'autorise pas aux adultes. Et je crois que femme-enfant, ça me donne l'autorisation d'être le meilleur des deux mondes. Bah, voilà, je disais, ma part enfantine est sans doute une des plus belles parts parce qu'elle est aussi naïve, elle n'est pas calculatrice, que je peux avoir en moi. Donc, je trouve que tu rejoins le meilleur des mondes avec l'acceptation de cette expression, et y compris la partie féminine, qui est aussi pour moi un pouvoir, de pouvoir accepter cette part féminine et ce que ça rayonne aussi vers l'extérieur et éventuellement vers la séduction et vers un pouvoir qui est un pouvoir souvent doux en plus. Tu parlais d'empowerment, je crois, à un moment donné. Mhm. Ça, pour l'égalité homme-femme, c'est pas nécessairement être aussi rigide, aussi rude, aussi. Ça peut être un pouvoir doux, une sorte de soft Oui, power positif. exactement. C'est trop fou que tu parles de ça parce que je dis à mes coachés la puissance douce. C'est trop dingue parce Écoute. qu'en fait, justement, les hypersensibles se reconnaissent pas dans cette puissance au sens contrôle des autres, un peu la version malsaine qu'on en a, et puis aussi un peu la version malheureusement misogyne qu'on en a de la puissance. D'ailleurs, on parle de puissance masculine, on parle rarement de puissance féminine, ce que je trouve très dommage. Et donc oui, c'est cette puissance douce parce qu'en fait, on peut être puissante
sans écraser les autres, sans avoir cette malveillance. Et effectivement, du coup, j'aime bien parler de puissance douce. Ça parle toujours aux femmes avec qui je travaille qui ont envie de se projeter dans une vie qu'elles maîtrisent davantage, dans laquelle elles sont heureuses, dans laquelle elles sont pleinement elles-mêmes et elles s'assument et elles sont émancipées de des problématiques de la société, parfois de certaines personnes toxiques, etc. Mais qui se reconnaissent absolument pas dans le mot puissance qui leur correspond pas, et d'avoir cette puissance douce. En même temps, on peut être sensible et puissante, on peut être femme sensible et sexy, on peut tout avoir, et je pense que c'est ça mon chemin, c'est d'aider les femmes à ne plus faire de concessions pour être elles-mêmes. Ça renvoie du coup à ce que j'ai noté aussi quand tu disais revenir vers sa joie, qui est en tant qu'intention. Pas dire nécessairement qu'on y arrive le jour J, mais en tout cas aller vers sa joie en tant qu'intention. Tu as cité être heureux ou avoir raison en tant qu'élément de CNV. C'est vrai que c'est quelque chose qu'un coach m'avait dit il y a pas mal d'années, et ça m'avait marqué. Bah oui, effectivement, c'est réaliste ce qu'il me dit. Soit je vais vers la justesse, vers ce besoin de justice, soit je vais vers la joie, mais les deux dans cette société, dans cet univers, n'a pas l'air totalement compatible. Donc à un moment donné, revenir vers l'égoïsme de ma joie, et déjà je gère mon petit monde, et après on verra à l'extérieur ce qui peut rayonner. Complètement. L'injustice du côté, alors tu as évoqué ça, hein. Tu t'es donné du mal et à un moment donné, tu t'es rendu compte que malheureusement, c'était injuste. C'est pas parce que tu méritais quelque chose, contrairement à ce que souvent, moi, j'ai pu entendre quand j'étais enfant, de si tu fais bien, tu auras, bah, la vie, c'est pas nécessairement là, ça. Et que ça pouvait refaire sortir chez toi quelque chose de l'ordre de l'injustice qui sans doute avait dû générer de la colère, je suppose. Pas besoin de vouloir vivre la vie des autres, pas besoin de se calquer dessus. Prendre un chemin du bonheur, c'est ce que j'ai noté de mon côté. Les ingrédients, tu as évoqué aussi les ingrédients dans une recette, et bah ça me fait, voilà, quand tu évoquais ces fameuses 24 personnes, tout ça font les ingrédients de ta vie, et les réponses que tu peux donner qui peuvent varier, comme tu l'as évoqué. Je ressens chez toi, je ressens chez toi l'amour de l'humain. L'amour qui va évidemment rejoindre ton choix de faire du coaching, et avec une vraie passion derrière. Voilà ce que j'ai ressenti pendant l'interview quand tu parlais de toi et puis des autres autour de toi. Est-ce que vraiment tu peux évoquer cette notion d'amour de l'humain? Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai une de mes coachées, et je la cite toujours, Chloé, si tu passes par là, qui m'avait dit je suis une amoureuse de l'amour, et c'est vrai que je suis une amoureuse des humains. C'est quelque chose qui est chez moi très profondément ancré, et qui fait que, par exemple, ça s'illustre de base quand je rencontre quelqu'un, à part s'il y a vraiment des énormes red flags, quelqu'un de bien, voilà, où il y a pas vraiment de méchanceté apparente dans un cadre. De base, je lui donne ma confiance. De base, je l'aime, voilà. Et après, je suis déçue. Je fais pas partie des gens qui sont sauvages au départ et après faut les, voilà. Moi, si t'es quelqu'un de bien, alors bien sûr, hein, ça veut pas dire que tout le monde est open et qu'on peut faire n'importe quoi. Mais de base, si t'es quelqu'un de bien, je t'aime. Voilà, de base, c'est comme ça. J'aime tout le monde. Après, je suis déçue, mais pas par tout le monde, heureusement. Et donc, je pense que ça se traduit aussi comme ça chez moi, cet amour des autres, cet amour de l'humain. Je pense que c'est beaucoup de curiosité et de cette envie d'aider les autres. C'est plus fort que moi. Donc, heureusement, Curiosité, accueil. ouais, j'ai trouvé qu'elle est un endroit où je peux le faire en fait, et où je peux être moi. Et tant mieux, parce que je suis passée par une vie où c'était pas le cas, et ça, pour le coup, c'était dur. Ça vient réparer. Voilà, c'est ça. Tu nous parlais de la sensibilité. Je me demandais, quand tu parlais de ta sensibilité, ta vision de la sensibilité, est-ce qu'on pourrait remplacer en synonyme sensibilité par réactivité? Finalement, et parce que je me retrouvais quand tu parlais de sensibilité, le fait qu'à un moment donné on te dise ça et toi ça crée des choses, et éventuellement tu vas répondre un peu du tac au tac à ce moment-là parce que tu te sens avec ta sensibilité, je sais pas, agressé ou malmené. Et est-ce que finalement notre sensibilité, c'est pas surtout une très forte réactivité? On a une très forte capacité à rire peut-être avant les autres, à réagir avant les autres, et donc sensibilité, est-ce qu'il n'y a pas cette corrélation avec la réactivité Oui, pour moi, développée sur ouais, ce que j'entends dans hyper? réactivité, c'est que si je devais définir la sensibilité, je dis souvent que c'est une réponse, et donc on pourrait dire la réponse une réactivité plus importante à des stimuli mentaux, à des stimuli émotionnels, à des stimuli sensoriels ou corporels. Donc oui, de ce point de vue-là,
on a une vraie réactivité intense. Et effectivement, c'est un peu comme des courbes de Gauss, enfin pas vraiment des courbes de Gauss, mais comme ces ondes radio là qui montent et qui descendent. Sinusoïde. Merci, c'est exactement ce que je cherchais. C'est comme cette courbe sinusoïdale où tu vas avoir ces up and down. Et en fait, où si les normaux sensibles étaient cadrés ici, nous, on aurait une réactivité dans ce cas-là, comme tu le disais, plus intense. Donc moi, je parle plutôt d'amplitude que de réactivité, parce que réactivité, ça laisse sous-entendre qu'il y a aussi cette rapidité. C'est pas toujours le cas, ça peut être le cas, effectivement. Je m'entends penser en même temps, je me dis non, en même temps, c'est vrai que souvent, il y a cette rapidité. Parce que par exemple, j'évoquais donc du coup mon chéri, qui n'est pas, lui, hypersensible. Et c'est vrai qu'on parlait de cette différence-là, du fait que moi, quand je change d'avis, on était sur un projet, par exemple, de déménagement, et quand on a décidé de changer, à partir du moment où on en avait parlé que c'était bon, j'avais changé de projet. Alors que lui m'a dit non mais moi, je peux pas changer comme ça, il faut que je digère, que machin, que truc. Donc il y avait quand même cette notion de rapidité qui est intéressante et qui nous sert beaucoup d'ailleurs, qu'on peut activer facilement soi-même. Donc oui, la réactivité c'est intéressant et c'est en tout cas une notion connexe à la sensibilité pour moi. Oui, ok. Tu nous as parlé de ton côté parfois femme anxieuse. Et je me demandais du coup quels outils pour déposer la peur qu'il peut y avoir derrière l'anxiété. Tu nous as parlé de chercher l'équilibre. Est-ce que toi, c'est l'outil pour essayer justement de réduire l'anxiété? Alors, moi, j'utilise beaucoup justement l'ultra fantasy, c'est-à-dire vraiment cette conscience de ma visualisation pour redonner à mon cerveau des images positives. Donc, c'est-à-dire que je travaille avec beaucoup d'outils pour moi et pour mes coachés sur l'anxiété, d'être à la fois capable d'identifier quelles sont les images négatives sources d'anxiété et comment les remplacer ou comment y répondre. Voilà. Et donc, du coup, il va avoir le remplacement d'images, il va avoir le pouvoir d'utiliser l'empathie qu'on a pour les autres à son service, il va avoir aussi le fait de de poser le problème et de créer des visions ou des choses comme ça pour aussi rediriger l'intention, le focus qu'on va avoir et donc, du coup, avoir un outil d'apaisement émotionnel. Donc après, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, on n'a pas tous la même anxiété. Et donc, la problématique numéro 1, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'anxiété chez toi? Et je pense que ça, c'est une question qui marche à tous les coups pour faire descendre l'anxiété. Moi, ça m'arrive de me dire, OK, là, je me sens d'un coup hyper stressée, hyper anxieuse. C'est quoi qui a fait naître ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit quelque chose? Est-ce que j'ai vu quelque chose? Est-ce que je me suis dit quelque chose de moi? Je me suis dit que j'étais pas assez, tu vois, genre ce truc est revenu, ou que j'avais beaucoup de choses à faire, ou que ça allait mal se passer, tu vois, identifier le truc et après prendre l'outil le plus adapté pour ça, pour pouvoir abaisser l'anxiété. Quand tu as évoqué ça, et là maintenant de nouveau, ça me renvoie à ce qui se passe en hypnose, où souvent en hypnose on travaille sur les images mentales, sur la futurisation, où on s'imagine justement en train de réussir quelque chose qui jusque-là était problématique, pour justement aider le corps et le cerveau à dépasser les blocages. Donc je trouvais ça du coup très pertinent, hein, la façon dont tu approchais les choses, étant moi-même désormais hypnothérapeute. Le droit de changer d'avis. Alors parce que je suis en train de faire une synthèse par rapport au temps qu'on a, parce qu'il y a d'autres choses, mais voilà, aller vers l'essentiel pour essayer de donner aux gens qui regardent ce qui moi m'a parlé le plus. Avoir le droit de changer d'avis, ça a été une longue quête avant d'enfin m'autoriser de mon côté à changer d'avis, parce que je pense et je suppose que quand j'étais plus jeune, j'ai dû sans doute être sidéré, tu as utilisé le mot de sidéré, face au manque de loyauté parfois, face à l'insécurité que ces changements d'avis pouvaient provoquer pour moi, sans doute une volonté de vouloir trouver un peu plus d'apaisement avec, t'as dit qu'on le faisait, on le fait, non? Donc c'est vrai que changer d'avis, c'était pas du tout ce que je voulais incarner. Et sauf que c'est hyper exigeant, hyper compliqué. Et donc le fait de finalement se dire on a le droit de changer d'avis, et quand tu en as parlé pour toi aussi que tu t'autorises à changer d'avis, je trouve que vraiment, et c'est pas encore réglé pour moi, hein, mais je trouve que vraiment c'est une sacrée quête. Est-ce que là encore tu aurais des outils pour déculpabiliser nos envies de changer d'envie face aux autres? Alors oui, le meilleur outil que je peux vous donner, c'est que déjà, c'est tout à fait normal en tant qu'humain de ne pas réussir à changer d'avis, puisque nous avons un biais cognitif qui s'appelle le biais d'unité, qui est une espèce de shot de plaisir dans notre cerveau quand on arrive au bout d'une tâche sur laquelle on s'était dit qu'on avait commencé. C'est pour ça que, par exemple, c'est hyper satisfaisant de terminer son meuble Ikea ou de terminer son assiette.
Je prends l'exemple de l'assiette parce que c'est un vrai sujet aussi pour des hypersensibles ou au potentiel. Ce rapport à la nourriture peut être aussi très intéressant à travailler. Typiquement, le fait de vouloir finir son assiette, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Alors, je suis pas professionnelle de la nourriture, hein, je vous parle vraiment d'un point de vue émotionnel. N'hésitez pas à consulter des gens s'il y a besoin d'un point de vue nutritif. Mais juste d'un point de vue interprétation émotionnelle, biais cognitif et système neuronal, en fait, quand tu veux finir ton assiette, il y a tout ce que tu as appris et le discours interne qu'on t'a mis du genre oui, et tous ces enfants qui meurent de faim, et il faut finir son assiette, c'est comme ça, et il faut pas gâcher, etc., etc. Il y a aussi du coup ce biais d'unité qui est que ton cerveau adore finir une tâche, adore finir quelque chose, c'est satisfaisant. Et ça, c'est hyper déculpabilisant de comprendre que c'est pour ça qu'on a du mal à changer d'avis. On a du mal à arrêter quelque chose, même si ça a dépassé ce stade de ça nous fait du bien, maintenant ça nous fait du mal, mais tant pis, je finis quand même. Et ça, c'est vraiment le meilleur outil à comprendre parce qu'à un moment où tu comprends que c'est ça, ben, tu peux agir sur les croyances limitantes et tu peux reprendre ce qu'on parlait tout à l'heure, tu peux reprendre ton pouvoir de décision, ton pouvoir sensible et de pouvoir t'en servir à ton avantage. Si en fait, au bout d'un moment, ça n'est plus bon pour toi, tu as le droit de changer d'avis, même si tu te dis que tu vas manger tout ça ou même si tu te dis que tu vas faire tel événement. Je sais pas, je pense à ça sur des gens qui en fait vont finir des cursus scolaires alors que depuis la première année, ils savent que ça leur plaît pas et qui vont continuer. Ou je pense à des gens qui ont payé des formations et qui se retrouvent avec des gens qui ne sont absolument pas alignés avec leurs valeurs et ils vont continuer parce qu'ils se disent ouais mais maintenant j'ai fait la première année donc je vais payer et qui se retrouvent dans des cycles marketing hyper malsains en plus parce que les gens savent faire comment te faire payer plus alors que tu n'en as pas besoin, etc., etc. Donc, si tu peux déculpabiliser, c'est normal d'avoir de la difficulté à changer d'avis. C'est le cas de tous les humains qui ont un cerveau, puisque c'est ce biais d'unité qui est un biais cognitif très profond, qui peut nous servir à notre avantage, parce que ça nous permet d'aller au bout des choses et de nous motiver à avancer et à utiliser cette satisfaction à notre avantage. Ça vient quand tu mets des petites tâches pour avoir de la satisfaction et augmenter du coup ta confiance en toi ou ton efficacité. Mais c'est aussi quelque chose qui peut te faire du mal quand tu t'es engagé dans quelque chose où tu te rends compte en cours de route que ça n'est plus bon pour toi. Et là, il faut lutter contre ce biais-là et en avoir confiance, c'est le plus important pour pouvoir avancer et choisir de ne plus subir ça. Ce que j'avais noté justement, en avoir la conscience, avoir la conscience de son fonctionnement en particulier, est-ce que c'est une façon de s'apaiser? Complètement. Pour moi, à 100% oui. C'est-à-dire que dès que tu comprends comment tu fonctionnes, déjà tu culpabilises moins et tu peux agir dessus. Et c'est aussi la façon de se dire parfois, je vais pas changer mon fonctionnement, je vais choisir de ne pas choisir ou je vais choisir de ne pas changer volontairement parce que c'est pas ma priorité, parce que j'ai pas l'énergie, parce que aujourd'hui j'y arrive pas. Et c'est ok. Et d'un coup, ça devient une vraie décision. Tu n'es plus en train de subir ce qui se passe dans ta vie. Tu fais en sorte de choisir quand tu peux de le faire, c'est bien. Et quand tu ne peux pas, tu sais que c'est ok. C'est pour ça que je parle d'itération et pas d'échec victoire. C'est une tentative de plus et une tentative qui ne va pas au bout reste une tentative qui te permet de comprendre comment tu fonctionnes, d'avancer et de t'améliorer. Très bien. Pour terminer, j'avais une question qui peut paraître toute simple. Tu as parlé d'ultra fantasy. Je renvoie évidemment plus loin dans l'interview avant que j'arrive avec Mathieu pour en savoir plus. Si vous tombez, je sais pas, par hasard dans cette minute de l'interview. Mais ça vient d'où initialement ce terme? Est-ce que c'est une invention que tu as? C'est toi qui le... Alors oui, en fait, donc le terme aphantasia est utilisé sur les recherches, sur l'imagerie mentale. Et donc du coup, quand en France, on a eu un consensus de créer ça sur la fantaisie, donc aphantasie et hyperphantasie. Et en fait, on a créé le terme ultra fantasy avec Saverio Tomasella de concert pour pouvoir s'adresser à la partie de population qui est hyper visualisante et hypersensible pour pouvoir aider cette typologie et aussi venir déculpabiliser des hypersensibles qui parfois ne sont pas compris même par d'autres hypersensibles d'ailleurs et aussi comprendre leur mécanisme d'anxiété pour pouvoir agir différemment dessus. Et en fait, moi, ça fait plus de 4 ans que je travaille avec mes coachés avec ce système-là et ça fait des résultats extraordinaires et beaucoup de bien. Donc, c'est une co-création. Le terme, oui. Le terme a super. été co-créé avec Saverio. Avec toute la réflexion qu'il y a derrière pour lui donner sens et l'offrir aux autres. Oui, voilà. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci Avec beaucoup, plaisir. merci beaucoup pour ces partages. Trop bien. J'ai trouvé ça très moussant, stimulant, beaucoup de plaisir pour moi, beaucoup de plaisir à vous entendre avec Mathieu. Merci à Mathieu d'avoir proposé de t'inviter. C'est vraiment une belle rencontre. Je suis très
très heureux de ça. Plaisir partagé. Merci pour tes questions. Merci à Mathieu pour ses questions, pour tout ce moment qu'on a vécu ensemble aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça aidera au maximum tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et si vous avez des questions, j'espère voilà, y répondre, qu'on puisse échanger ensemble, ou s'il y en a qui ont envie de venir me voir pour poser des questions par rapport à ça. Mais j'ai passé vraiment un super moment. Mille merci à tous les deux. C'était vraiment super. Merci beaucoup Élise pour ta confiance et pour cet échange sincère, pétillant, riche et humain. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo et je te dis, je sais pas, peut-être à bientôt, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci à toi Mathieu, merci à toi Gaëtan et à tous d'avoir partagé ce moment avec moi, c'était un vrai plaisir. Super, et j'aimerais également justement remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!